Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, c'est Smart Impact, l'émission de la transformation environnementale et sociétale de notre économie. Et voici le sommaire. Mon invité aujourd'hui, c'est Alexis Normand, le cofondateur de Greenly, la plateforme de comptabilité des émissions de CO2. Avec lui, on va se poser la question du bilan carbone de l'intelligence artificielle. Le débat de ce Smart Impact, il portera sur le projet européen EcoCities destiné à mesurer les émissions de gaz à effet de serre dans nos villes. On verra comment il se met en place à Paris avec des capteurs installés dans une vingtaine de sites. Et puis dans notre rubrique Smart Ideas, on va découvrir ensemble Proxity et ses cartes cadeaux qui valorisent les commerces locaux. Voilà pour les titres. On a 30 minutes, un tout petit peu moins, 28 pour les développer. C'est parti. Bonjour Alexis Normand, bienvenue. Bonjour. Heureux de vous retrouver. Vous êtes donc le cofondateur de Greenly, plateforme de comptabilité carbone qui a été créée en janvier 2020. On va évidemment parler de cette étude sur la nouvelle star de l'intelligence artificielle, ChatGPT, dans un instant, et son bilan carbone. Mais d'abord, on reparle de Greenly, même si vous êtes déjà venu dans cette émission. C'est combien de clients aujourd'hui, Greenly ? Alors, Greenly, on a 1150 clients actuellement. Oui. Beaucoup de PME, d'entreprises de taille moyenne qui peut-être hésitaient un peu avant d'avoir une plateforme digitale à leur disposition à faire un bilan carbone. Et nous, notre mission, c'est de simplifier cette démarche-là, de les engager sur une trajectoire climat. Ouais. Donc, simplifier le bilan carbone. Et ensuite, il y a un accompagnement, parce que quand on a fait son bilan carbone, on définit une stratégie pour l'améliorer. Alors, bien sûr, la définition du bilan carbone, c'est un diagnostic, une évaluation des émissions de gaz à effet de serre, mais ça inclut également la sensibilisation, la formation des collaborateurs aux enjeux du climat, et puis, bien entendu, la définition d'une feuille de route pour décarboner, et ça peut aller jusqu'à l'accompagnement à l'implémentation de ces plans d'action. Ouais. En fait, l'objectif qui est collectif, c'est de s'aligner sur une trajectoire compatible avec les accords de Paris. Est-ce que pour certains de vos clients, ça peut aller jusqu'à un changement de modèle économique ? Est-ce que ça va jusque-là, parfois ? Alors, souvent, on perçoit la réduction des émissions de gaz à effet de serre comme, en quelque sorte, incompatible avec la croissance d'une entreprise. On se dit, finalement, plus je fais de business, plus je vais produire, plus je vais émettre, etc. Mais nous, ce qu'on observe, c'est que la plupart de nos clients, en fait, viennent parce que s'ils prouvent qu'ils réduisent leurs émissions, ils voient ça comme une façon aussi de gagner des parts de marché. Ils sont en général dans une démarche d'appel d'offres, ils sont en face d'un grand compte qui les demande de s'engager. Et donc, c'est une façon pour eux, il y a un alignement très fort entre leur démarche de réduction et leur croissance. Et donc, en fait, concrètement, ce qu'on va voir, c'est que les entreprises qui proposent des alternatives plus décarbonées vont gagner des parts de marché. Et c'est une des manifestations de la transition énergétique, je pense. Alors, vous avez donc réalisé cette étude sur le bilan carbone de ChatGPT. Pourquoi une telle démarche déjà, pour commencer ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que les émissions du numérique, c'est entre 2 et 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, et ça augmente plus que proportionnellement à la croissance du secteur. Donc, c'est un vrai sujet. Si on veut réduire si on veut atteindre les objectifs de l'accord de Paris, passer de 50 milliards de tonnes de CO2 équivalent par an à 10 milliards en 2050, il faut s'intéresser au numérique. On ne peut pas avoir un secteur qui grossit plus que les autres. Alors ensuite, j'ai eu la chance d'accompagner une délégation d'entrepreneurs français en janvier en Californie. Donc j'ai rencontré les fondateurs de ChatGPT. Je leur ai dit, quel est l'impact carbone de tout ce que vous faites ? Ils m'ont regardé, ils m'ont dit pas grand chose quoi. Ouais. Et donc j'ai trouvé qu'ils n'étaient pas vraiment préoccupés quoi. Ils s'étaient pas trop posé la question. Ouais. Et alors ça m'a un peu agacé et puis j'ai trouvé que c'était faux. Et donc j'ai la chance d'avoir des équipes de data scientists qui m'ont aidé donc à réaliser une étude spécifique sur le sujet. Et alors qu'est-ce que vous avez, parce que c'est vaste ce que ChatGPT peut faire. Donc qu'est-ce que vous avez ciblé pour définir son bilan carbone ? Alors dans les modèles d'intelligence artificielle en général, il y a deux phases. Il y a une phase d'entraînement du modèle. Donc en l'occurrence, tout ce qui a été produit sur Internet a servi à éduquer un modèle. Et ça, c'est des data centers qui donc lisent tous ces documents, s'entraînent dessus, créent des modèles stochastiques. Et puis ensuite, il y a l'usage. Donc l'entraînement, en réalité, c'est à peu près 1% des émissions de ChatGPT. Donc c'est environ 1000 tonnes. Donc en gros, c'est la consommation électrique des data centers et leur refroidissement
pendant cette phase d'entraînement. D'accord. Et donc c'est important en soi, c'est environ 1000 allers-retours Paris-New York, si vous voulez. Mais surtout, maintenant, il y a 25 millions d'utilisateurs par jour. Qui font 2 requêtes par jour en moyenne quand ils s'en servent. Et l'usage de ChatGPT, c'est à peu près comme envoyer un email. C'est 5 grammes. Donc en fait, ce qui n'était pas prévu, c'était l'explosion de l'usage. Et donc ça devient très important. Dès qu'on commence à s'en servir, c'est addictif. Et donc c'est cet usage, on va dire, oui, vraiment addictif du numérique qui devient très important. Et là, on est plutôt sur, en gros, 100 tonnes par jour. Donc c'est l'équivalent de 100 avions qui font un aller-retour Paris-New York chaque jour, et plus on va s'en servir, plus ça va être important. Cette question-là, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a une innovation, une avancée technologique, notamment, là évidemment ça va être dans le numérique, est-ce que c'est forcément synonyme d'augmentation des émissions de CO2 ? Et est-ce qu'il ne faudrait pas se poser la question avant ? Et historiquement, à chaque fois qu'on crée un produit nouveau, on augmente nos émissions. Et quand bien même ce service réduit la part de quelque chose de plus carboné, en fait, ça libère un budget, ça libère un usage, ça libère de la capacité électrique pour faire autre chose. C'est ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc oui, il y a quand même un risque que ça s'accumule. Après, si on regarde les choses, c'est quand même plus facile de déplacer des électrons que de déplacer des atomes, ça consomme moins. Donc l'intelligence artificielle, tout ce qu'on fait de façon numérique, quand on fait des visioconférences, on ne prend pas l'avion. Quand on fait des requêtes, quand on crée des modèles sur l'intelligence artificielle, on n'utilise pas de papier, on ne fait pas déplacer des gens. Donc le GIEC parle de ces effets dans certaines conditions. Malheureusement, c'est nuancé. Dans certaines conditions, ça réduit les émissions et dans d'autres, ça les augmente. Donc, c'est pour ça qu'il faut se poser la question de comment on réduit l'impact carbone de l'intelligence artificielle. Et comment on l'utilise, et le fait que l'utilisateur soit conscient qu'il y a quand même un impact carbone. Parce que c'est aussi toute l'histoire du numérique, ou en tout cas des débuts du numérique, cette espèce d'immatérialité qui fait que l'utilisateur a l'impression que ça ne consomme rien, quoi. Voilà. Alors, c'est surtout les entreprises qui ont un gros usage du numérique et qui ont un empreinte carbone important. Donc, les grandes entreprises qui se fixent des feuilles de route de réduction de leurs émissions, en fait, très souvent, le numérique, c'est leur principal poste. Et donc, une direction des achats d'une banque, dans une société de logiciels, entre 10 et 40% des émissions liées aux achats, donc du scope 3, c'est le numérique. Donc la première chose qu'elles vont regarder, c'est OK, comment je réduis l'empreinte carbone de mon usage de Microsoft, Google, Azure, et donc comment je réduis mes data centers. Et ChatGPT, l'intelligence artificielle, vient rajouter une surcouche. Et alors, la bonne nouvelle quand même, c'est que si on adopte les bonnes stratégies, on peut réduire de presque 50% ces émissions du numérique. Ça veut dire quoi ? C'est quoi une bonne stratégie d'utilisation donc, de cette intelligence artificielle ? Je pense que de manière générale, l'usage du numérique, on peut réduire son empreinte carbone. C'est des machines électriques. Et comme une voiture électrique, sauf que ça n'a pas de roue, mais en gros, on peut réduire la consommation d'électricité et on peut réduire l'empreinte carbone de cette électricité. Donc, réduire la consommation électrique d'un data center, ça veut dire, est-ce que je m'en sers à des heures de pointe ou à des heures creuses ? Quand tout le monde, il y a des modèles, on peut entraîner un modèle d'intelligence artificielle la nuit, quand les gens s'en servent pas. Il n'y a pas d'usage immédiat de ce genre de choses. Vous avez la Xbox qui maintenant fait ses mises à jour de firmware la nuit pour des raisons carbone. Bon, on peut, à l'intérieur d'un data center, utiliser des processeurs, donc des machines, qui consomment plus ou moins. On n'est pas toujours obligé d'utiliser une Rolls-Royce pour aller acheter sa baguette de pain. On peut prendre un moteur plus petit, entre guillemets. Donc on peut optimiser les usages de processeurs, enfin quelle machine on utilise, et on peut l'utiliser à des heures creuses, ce qui réduit la capacité, le besoin de capacité. Et ça, on peut faire quasiment 20%, 20 à 30% de réduction de consommation. Et puis après, il y a d'où vient l'électricité, quoi. Exactement. Comment elle est produite. Donc, par exemple, en Europe, la plupart des data centers ont tendance à être localisés en Europe, en Allemagne, en Italie. C'est des pays qui n'ont pas un mix énergétique incroyable. Donc, c'est beaucoup de gaz, de charbon. Il y a du solaire, il y a de l'éolien, mais vous avez, pour donner quelques ordres de grandeur, 400 grammes de CO2 par kilowattheure en Irlande, à peu près. En France, c'est plutôt 50 grammes, parce que qu'on aime ou qu'on n'aime pas le nucléaire, c'est quand même assez décarboné. Donc un data center en France consomme beaucoup moins
qu'un data center en Irlande. En Norvège, dans les pays nordiques, ils ont beaucoup d'hydraulique, donc là c'est encore moins. Et en plus c'est plus froid, donc il y a moins de réchauffement. Donc vous pouvez décider où vous mettez vos données. Ce qui, moi, me fait penser que la France a quand même une carte à jouer pour développer une offre de cloud qui ne serait pas souverain, mais qui serait décarboné, en fait. Ouais. Je termine, je reviens à vraiment l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qu'on sait des futures intelligences artificielles développées par d'autres entreprises que OpenAI et de leurs conséquences environnementales? Alors, apparemment, d'après Google... Beaucoup de gens peuvent créer maintenant des modèles d'intelligence artificielle dite générative et la barrière à l'entrée est considérablement réduite. Donc il est probable que ça se multiplie. Parce que, en fait, 1000 tonnes de CO2 pour entraîner un modèle d'intelligence artificielle, c'est à la portée de pas mal de monde. C'est pas tant que ça. Et donc, il y a des chances que ça se multiplie de façon exponentielle. Et c'est pour ça qu'on se pose la question. Et que toutes les entreprises se mettent à s'en servir. Donc, je n'ai pas de boule de cristal, mais je pense que quand on regarde ce qui s'est passé avec les data centers, c'est plus 20% par an chaque année depuis 10 ans. Et donc, c'est pour ça que cette consommation électrique, carbone du numérique explose. Et, vous avez remis une pièce dans la machine. Merci beaucoup, Alexis Normand, et à bientôt sur Bismart. On passe à notre débat. On reste dans l'évaluation. Comment évaluer les émissions de gaz à effet de serre des villes françaises et européennes? Le débat de ce Smart Impact avec David Duccini, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général d'Origins.Earth. Et puis avec nous en duplex, en visioconférence, Michel Ramonet, qui est chercheur au CNRS et au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement. Bienvenue à vous aussi. On va parler ensemble du projet européen EcoCities pour évaluer le bilan carbone des villes et des territoires. Allez, d'abord, un peu de présentation. C'est quoi Origins.Earth, David Duccini? Origins.Earth, c'est une start-up qui a été créée dans le monde des relations avec les collectivités de Suez pour répondre à des enjeux clairs, que comment accompagner les villes avec des nouvelles technologies pour devenir plus efficaces dans la réduction et donc dans leur trajectoire bas carbone. La science a fait beaucoup, il faut la mettre à disposition des collectivités. Donc vos clients sont vraiment les collectivités, les villes, les territoires? Nos clients sont les collectivités pour une raison très simple. Aujourd'hui, on le sait, 2% de la surface de la planète est occupée par des métropoles qui sont responsables des 70% des émissions. Et dans les 70% des émissions, 72% c'est du CO2. Et donc, s'il y a une priorité aujourd'hui sur la planète, c'est accompagner les villes pour réduire le CO2 dans les villes. Oui, parce que là, on a un levier d'action potentiellement efficace, évidemment. Et c'est ce qu'on va voir ensemble avec ce projet EcoCity. Donc, vous êtes partenaire du laboratoire des sciences du climat et de l'environnement dans le cadre de ce projet. Michel Ramonet, présentez-nous EcoCities, c'est quoi ? En quelques chiffres, c'est un projet effectivement financé par la Commission européenne à hauteur de 13 millions d'euros pour une durée de 4 ans qui inclut 38 partenaires répartis sur 15 pays européens. Et c'est vraiment effectivement focalisé sur la thématique des émissions de CO2 par les villes. Comme l'a dit David, ça représente 70% des émissions de CO2. Donc les villes sont clairement des acteurs incontournables des efforts de réduction des émissions de gaz à effet de serre, principalement le CO2. Et de fait, vous avez dû entendre, de nombreuses villes se sont engagées sur des plans climat extrêmement ambitieux, visant à tendre vers la neutralité carbone, en général à l'horizon 2050. Alors ça représente évidemment des efforts considérables, avec des actions à mettre en place sur un peu tous les secteurs d'activité, qu'il s'agisse du trafic routier, du résidentiel, des émissions par l'industrie, etc., etc. Et je pense que clairement, pour maintenir de telles actions dans la durée, il sera indispensable de disposer des outils qui permettront de vérifier de façon fiable l'efficacité des mesures qui seront prises, et aussi de pouvoir les présenter, les résultats obtenus, de façon transparente, efficace aux citoyens des villes, pour l'acceptabilité des mesures. Alors, et donc c'est vraiment l'objectif du projet européen, du projet européen EcoCities, qui sur une période de 4 ans va déployer différents types d'approches de capteurs dans 3 villes pilotes européennes, donc de tailles différentes, un peu typique des villes européennes, donc c'est Zurich, Munich et Paris, sachant que l'essentiel de l'effort est mis quand même sur Paris. Oui, Paris est un peu une ville pilote, on va y revenir. Quel est le rôle de votre laboratoire des sciences du climat et de l'environnement dans le cadre de ce projet ?
Le LSCE, notre laboratoire, a une très longue expertise sur la mesure des gaz à effet de serre. Mais depuis plusieurs décennies, nous faisons des mesures de CO2, mais plutôt à destination de surveiller, disons, les échanges de CO2 avec les océans et les écosystèmes terrestres, les forêts, les cultures, etc. La thématique des émissions urbaines est relativement nouvelle pour nous depuis quelques années, donc au vu de l'importance du sujet, on déploie des mesures. Donc on utilise l'expertise que nous avons sur la mesure du CO2 pour déployer des nouvelles méthodes dans les villes, sachant qu'il y a des défis assez particuliers pour des milieux qu'on peut imaginer effectivement extrêmement complexes dans les villes, au vu de la multiplicité des types d'émissions de CO2 auxquels on est confronté. Alors, on va prendre l'exemple de Paris ensemble. David Duccini, comment vous intervenez à Paris? Vous avez choisi un certain nombre de sites, c'est ça, dans lesquels il faut équiper, mettre des capteurs? Comment ça marche? Oui, si on souhaite faire le pont entre la science et les collectivités, il faut savoir travailler avec la science. Et donc, le rôle d'origine dans le projet ICOS site était très clair, c'était identifier les bâtiments sur lesquels installer les 20 stations de mesure qui sont prévues par le projet. Ça nécessitait l'étude de plus de 5000 bâtiments, donc on les a classifiés avec des systèmes, des systèmes d'intelligence artificielle aussi. On a choisi les bâtiments les plus adaptés pour répondre aux exigences de la science, mais compatibles avec des bâtiments accessibles, avec les propriétaires disponibles à le faire. C'est un aspect très opérationnel, mais je peux vous dire, installer des stations de mesure sur les toits parisiens, ce n'est pas la chose la plus facile. C'est pas si simple, parce que ça prend beaucoup de... C'est pas forcément très volumineux, j'imagine, une station de mesure? Non, la station de mesure, je pense, ne fait même pas 40 kilos. C'est un boîtier d'1 mètre. Mais il faut pouvoir y accéder. Mais il faut pouvoir accéder. Il y a aussi une expertise dans la gestion d'installations en grande hauteur. Donc, il y a des aspects d'hygiène et sécurité à respecter, des normes, des règles, et aussi d'avoir la capacité de dialoguer avec les gestionnaires des immeubles. C'est pas... Et donc, on ne va pas citer tous les sites, mais quelques sites pour se rendre compte un peu. On a TF1, on a énormément de bâtiments, des hôpitaux, on est à côté de Montmartre, on est sous la ville de sous la cité de la science, donc on a des bâtiments stratégiques. Et il fallait être un peu partout dans Paris, j'imagine. Il faut être éparpillé selon des critères qui sont définis par le monde scientifique. On est à hauteur de 30 mètres d'auteur, mais il faut être éparpillé selon une couverture et des ratios à respecter. Et donc, difficile de trouver les bâtiments dans les endroits à choisir. Après, il faut accompagner l'installation. Après, il faut réimpatrier la mesure pour la remettre à disposition des scientifiques. Donc, il y a des actes très métiers, des actes technologiques et des actes un peu plus scientifiques pour mettre à disposition la mesure. Et alors, on en est où aujourd'hui? Les bâtiments sont définis, équipés? Les bâtiments sont entièrement identifiés et les uns après les autres, les installations progressent. On est presque à la globalité des installations sur les 20 stations qui vont additionner les 14 qui existent déjà, parce que nous, depuis déjà 5 ans, on travaille sur la mesure avec l'LSE pour assurer le suivi continu des émissions sur un vaste territoire qui couvre plus de 12 millions d'habitants. On arrive depuis 5 ans à avoir la mesure chaque jour des émissions du territoire parisien. Et alors justement, Michel Ramonet, on va en faire quoi ensuite de ce... Donc on a bien compris que c'était un suivi en temps réel des émissions de gaz à effet de serre. Comment ces données vont-elles être utilisées? Alors, il faut savoir que les méthodes que l'on développe, elles reposent vraiment sur un trépied d'outils. D'une part, on a des inventaires d'émissions qui sont des informations statistiques sur la quantité de voitures qui circulent, sur la quantité d'énergie utilisée. C'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est les observations atmosphériques dont on parle là. Et un troisième volet, c'est des modèles de circulation, des masses d'air, un peu comme les modèles météo, qui permettent de faire le lien entre les émissions à la surface des villes, donc de la ville, et ce que l'on observe. Et donc, ce qu'on veut, c'est vraiment avec un réseau. On pense qu'il faut vraiment un réseau dense, et donc on va surveiller en temps réel, comme vous dites, l'évolution des concentrations de CO2 au fur et à mesure qu'une masse d'air, par exemple, circule sur différents types de sources d'émissions, et avec l'idée de pouvoir caractériser ces sources. Et on va, dans le cas d'Ecocities, l'intérêt, c'est de déployer plusieurs méthodes. Je ne vais pas toutes les citer d'observation, mais par exemple, on veut voir qu'est-ce qui est plus efficace à budget constant entre déployer peu d'instruments finalement, mais très précis, 4-5 instruments extrêmement précis, ou un réseau dense de 40 capteurs, 10 fois plus dense, mais avec des instruments aussi 10 fois moins précis, mais 10 fois moins chers. Donc voilà, on développe différentes méthodes. L'autre objectif, c'est également d'avoir, au-delà des mesures de CO2, de mesurer d'autres composés
qui sont co-émis avec le CO2. Par exemple, on a les oxydes d'azote qui sont émis principalement par la circulation automobile, par les voitures. Et donc, si on arrive à suivre comme ça une augmentation combinée du CO2 et des oxydes d'azote, on va pouvoir attribuer l'observation à ce secteur d'activité. Donc voilà, et donc il y a vraiment toute cette complexité pour essayer d'avoir des émissions des différents secteurs d'activité, sachant que la végétation aussi a un rôle dans le CO2, avec des échanges de CO2, donc il faut pouvoir faire le tri avec de nombreuses observations de CO2 et d'autres composés. Et là aussi, le lien, encore une fois, pour remonter aux émissions de surface, on a besoin de modèles de circulation des masses d'air, et là aussi, il y a des défis à relever pour pouvoir représenter la circulation spécifique dans les villes, avec des îlots de chaleur, des effets de canyon dans les villes pour guider les vents, etc. Donc voilà, il y a un certain nombre de défis à relever, à la fois sur la mesure et sur la modélisation. David Ducci, si on prend le recul par rapport à ce que vous avez déjà fait depuis plusieurs années, les villes ou les collectivités que vous accompagnez déjà, ça permet de prendre quelles décisions derrière ? Merci, ça c'est la bonne question. Pourquoi on fait ça ? On fait ça parce qu'à l'heure actuelle, on doit répondre à 3 besoins des villes. La première est de donner des informations récentes. Aujourd'hui, la plupart des villes en Europe, en France, comme en Italie, moi je suis italien, je connais bien mon pays, je connais bien la France, ils ont des données disponibles avec 2-3 ans de retard. Le deuxième problème, c'est un problème de précision. Aujourd'hui, il faut connaître c'est quoi les sources émissives. Est-ce qu'elle est liée au trafic? Est-ce qu'elle est liée au résidentiel? C'était quelle zone de la ville? Donc, c'est vraiment une question de disponibilité de la donnée, précision de la donnée et visualisation de la donnée. Les territoires, les villes sont responsables du pilotage de la trajectoire bas carbone, mais ils ont la main directe sur pas plus de 15% des émissions. Ils sont un peu à l'aveugle, pas tout à fait, non, mais pas loin. Il faut fédérer. Mais ils sont pas. Je pense qu'ils sont, surtout en France, ils travaillent plutôt bien, mais ils ont besoin des outils pour la nouvelle génération des plans climat, des informations récentes, des informations précises et des informations visibles pour fédérer tous les acteurs d'un territoire dans un projet commun. Donc il faut fédérer le résidentiel. Des cas concrets, on a pu mesurer l'impact du plan de sobriété. On a vu qu'effectivement, le plan de sobriété, le dernier trimestre 2022, a produit des émissions de 26% plus basses sur le résidentiel et le tertiaire que l'année précédente. Donc, si on arrive à avoir la perception des impacts de nos actions, on peut maximiser les choix et on peut les diffuser et aussi les partager avec les citoyens. On demande beaucoup aux citoyens pour la réduction des émissions à travers le changement du style de vie. Il faut le rendre visible pour savoir concrétiser les résultats de toute la collectivité. Oui, et puis effectivement, je suis vraiment 100% d'accord avec vous. C'est-à-dire que quand on voit que ça marche et qu'on en a la preuve grâce à des données, ça donne envie de continuer, quoi. Moi, je pense que vous avez cité mon passé. J'ai travaillé énormément sur l'optimisation des systèmes de distribution d'eau potable. C'est seulement quand on arrive à rendre visibles les résultats des efforts qu'on peut continuer dans la démarche avec le même d'énergie. C'est un travail dur, réduire les émissions. Il faut y croire, il faut rendre visibles les résultats et il faut choisir nos batailles sur les priorités. La mesure est essentielle. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. C'était passionnant de découvrir ce programme Ecos Cities. À bientôt sur Bismart. Voilà, c'est l'heure de notre rubrique consacrée aux startups. C'est parti. Smart Ideas avec Romain Chavoutier, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le directeur général de Proxity, filiale d'EDF qui propose des cartes de fidélité. Alors présentez-nous Proxity, elles ont quoi de particulier vos cartes de fidélité? Proxity, c'est une filiale du groupe EDF qui a été créée en 2020 et notre mission, c'est de redynamiser les centres-villes, des petites villes et des villes moyennes. Pour simplifier, les villes entre 5 000 et 70 80 000 habitants. On a 2 leviers d'action pour y arriver. Le premier, c'est soutenir le commerce de proximité, parce qu'on sait tous, vous et moi, qu'un centre-ville attractif, ça passe par de nombreux commerces avec une économie locale qui soit dynamique. Et puis on travaille aussi sur le pouvoir d'achat des Français, parce que ça permet vraiment, notre objectif, c'est de créer un cercle vertueux pour inclure tout le monde, et d'autant plus dans ce contexte d'inflation. Alors justement, si on doit donner quelques chiffres, ça a quel impact en termes de pouvoir d'achat, par exemple, ou autre? Alors, on est très content, ça marche bien, on a des bons retours de la part de nos clients, de très bons retours. Pour donner quelques chiffres que j'ai en tête, on a aujourd'hui à peu près 45 000 consommateurs qui utilisent nos dispositifs et ça représente une économie, donc un gain concret de pouvoir d'achat d'un peu plus d'1,5 million d'euros.
Et côté commerce de proximité, parce que ce sont finalement eux nos clients. Oui, ça leur ramène du business, j'imagine. Oui. Exactement, on parle d'un peu plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires via nos dispositifs. Alors pour bien comprendre ce qui se passe, il y a un exemple récent qui est celui de Château-Renard. Alors qu'est-ce que vous avez mis en place là-bas pour bien comprendre ce partenariat, ce que ça apporte à la fois aux commerçants et aux consommateurs? Alors à Château-Renard, donc une petite ville, très jolie ville à côté d'Avignon, on a mis en place un système de carte cadeau. Donc le principe est simple, ça permet vraiment d'avoir une carte cadeau locale, territoriale, qui bénéficie du coup à la fois au territoire pour le rendre plus attractif, aux commerçants puisque ça leur ramène du business et aux consommateurs puisque ça leur fait un gain de pouvoir d'achat. Et on est sûr que les euros restent vraiment à la maille locale. Et donc c'est quoi? C'est vraiment une vingtaine, une trentaine de commerces locaux, c'est ça? C'est à cette dimension-là qu'on peut aussi être efficace? Exactement, en sachant que notre objectif, c'est plutôt de partir avec un noyau dur de commerçants sur une ville donnée et ensuite de le faire grandir. Et finalement, c'est aussi l'une de nos valeurs ajoutées chez Proxity. On est beaucoup sur le terrain. On accompagne vraiment les territoires du démarrage avant même la signature des projets, en allant sur le terrain à la rencontre des commerçants, puisqu'on sait bien que sans les commerçants, en fait, les projets ne pourront pas voir le jour. Ouais. Et donc, il y a donc cette volonté de dynamiser les territoires avec une sorte de triptyque, une démarche en 3 temps. Ça marche comment? C'est quoi cette démarche? Notre vision, c'est vraiment qu'il n'y a pas de formule magique. Sur un territoire, on sait très bien qu'on ne pourra pas appliquer une recette miracle qui va fonctionner à tous les coups. Et donc, c'est pour ça que notre approche, c'est vraiment de s'adapter à chaque contexte local. Et pour les territoires qui sont, on va dire, un peu moins matures sur les sujets du numérique, sur les sujets du commerce de proximité, on va plutôt être dans une approche de type bureau d'études, conseil, en leur proposant des diagnostics de territoire, en leur livrant un plan d'action. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est une sorte de diagnostic numérique, d'avancée numérique des commerçants locaux, c'est ça? Exactement, on va faire des enquêtes, on va faire un diagnostic et puis on va livrer un plan d'action au territoire. Et dans ce cadre-là, on a beaucoup travaillé avec les programmes gouvernementaux, notamment Petite Ville de demain, et on a été récemment lauréat de l'appel d'offres avec notre partenaire AID Observatoire sur l'appel d'offres de la Banque des Territoires pour le programme Action Cœur de Ville. Et ce diagnostic numérique, j'imagine qu'il a été... alors c'est une jeune entreprise, Proxity, enfin jeune filiale d'EDF, ça fait à peine 3 ans, mais le contexte Covid a accéléré la numérisation des commerces, on l'a vu, donc vous vous êtes greffé dans ce mouvement de fond d'une certaine façon? Le contexte Covid a évidemment eu un fort impact, alors positif dans un certain sens, parce que ça a vraiment amené une prise de conscience sur l'importance de ces villes moyennes. Et finalement, on a vu beaucoup de gens qui se sont, on va dire, un exode vers ces villes, qui ont eu un regain d'attractivité. Et effectivement, nous, on s'est inscrit dans cette démarche. Et puis, ça a évidemment eu un impact très négatif qu'on voit encore aujourd'hui, à la fois sur le budget des collectivités et sur le budget des commerçants eux-mêmes. On termine avec le modèle économique de Proxity. Vos clients, ce sont les commerçants, c'est ça? Alors, nos clients, ce sont à la fois les collectivités et puis les commerçants. Donc, en général, les collectivités sont à la genèse des projets, même si on inclut très rapidement les commerçants. Et ensuite, effectivement, nos clients récurrents, je dirais, ce sont les commerçants. Donc ça veut dire que les collectivités financent en partie l'installation des cartes de fidélité, c'est ça? Exactement, oui. En sachant qu'on a vraiment eu à cœur de construire des outils qui soient très très simples pour les commerçants, parce que ce sont bien eux nos utilisateurs finaux, en sachant qu'évidemment nos outils sont à la fois rapides, simples et performants, parce que avoir un outil qui fonctionne bien, c'est vraiment la base d'avoir... pour avoir une dynamique de territoire qui soit la plus facile d'utilisation. Et typiquement, pour donner un exemple pour le commerçant, il s'inscrit en moins de 5 minutes et puis il est remboursé dans la semaine, typiquement à Château-Renard, pour conclure là-dessus, il est remboursé dans la semaine qui suit des dispositifs de fidélité pour limiter l'impact sur sa trésorerie. Merci beaucoup Romain Chavoutier, à bientôt sur Bismart. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à toutes et à tous de votre fidélité, à demain.